des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise, dont voici les titres. L'Institut togolais de recherche agronomique ITRA veut permettre aux agriculteurs togolais de booster leur production. Pour cela, il leur fait découvrir les bonnes pratiques culturelles. Et puis la direction des transports met en œuvre des réformes pour les usagers de la route. Des innovations pour l'immatriculation, l'obtention de permis de conduire et bien d'autres à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Quelles sont les bonnes pratiques agricoles pour une production vivrière durable au Togo? C'est la thématique sur laquelle a porté la journée Portes ouvertes organisée à Kabou par les responsables de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Une occasion de mettre leurs expertises à la disposition des producteurs de la localité. Nestor Mozo depuis Kabou. Journée porte ouverte à l'unité communautaire d'apprentissage de Kabou du Centre de recherche agronomique de la savane humide. Cette unité a été installée pour le compte du projet Coton 4 plus Togo, un programme mis en œuvre au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et au Togo. Il est initié par le Brésil et coordonné par l'Agence brésilienne de coopération du ministère des Relations extérieures dans le cadre d'une coopération sud-sud. L'un des intérêts de ce projet est de promouvoir les bonnes pratiques agricoles pour une production vivrière durable. Ce sont ces bonnes pratiques qui sont abordées au cours de cette journée porte ouverte organisée par l'ITRA, Institut togolais de recherche agronomique. Dans le système que nous avons mis en place, il s'agit de faire précéder la culture cotonnière du maïs associé aux plantes de couverture. Ces plantes de couverture permettent d'améliorer le sol et quand le coton vient, le coton trouve facilement un sol à structure bien organisée et ses racines descendent sans difficulté et le rendement auquel on attend, on peut l'obtenir facilement. Dans ces conditions, la racine a le temps de puiser les éléments minéraux pour la plante et d'avoir de l'eau, même s'il y a des périodes de sécheresse, les racines prennent de l'eau en profondeur et alimentent la plante. Dans cet exercice de transfert de technologie, en dehors du système de production basé sur le semi-direct sous couverture végétale, les techniciens de l'ITRA ont insisté sur la protection intégrée. Nous avons voulu leur montrer l'importance des agents de l'étude biologique. Par exemple, quand on regarde cette photo-là, c'est ce qu'on appelle les perce-oreilles. Les perce-oreilles ont la capacité de chercher les œufs de l'épidoptère, la chenille qui mange actuellement les feuilles au niveau du maïs.
Quand les producteurs ne connaissent pas, ils pensent que c'est des insectes qui mangent le maïs, alors qu'ils sont dans le maïs, ils cherchent à manger les œufs de ces lépidoptères, de ces papillons qui pondent les œufs, et ça fait les chenilles qui mangent les plantes de maïs. Il y a les coccinelles qui luttent contre les pucerons, il y a les trichogrammes qui cherchent les œufs de ces papillons-là pour pondre leurs œufs. Et à l'éclosion, le petit trichogramme mange rapidement les œufs du papillon qui nous crée problème, et ça fait que ça diminue un peu les populations de chenilles sur nos parcelles. Les participants à cette journée porte ouverte sont de deux types, les producteurs et les techniciens des services de vulgarisation. Ils sont tous issus de la région de la Kara. J'ai vu, là où on a fait les bions, là-bas le rendement est faible. Là où on a semé à plat, sans labour, là, le rendement est bon. Arrivé chez nous, je veux aller voir le président de notre JPC, lui dire qu'il n'a qu'à inviter tous les producteurs. Ceux qui ont fait le coton, ils vont venir. On va faire une petite réunion. Comme ça, je vais les expliquer ce que je suis venu ici à Kabou voir. Nous sommes chargés alors d'amener ces producteurs à associer dorénavant dans cette technologie, ces plantes de couverture pour encore améliorer la structure et la texture de leur sol. Le site pilote de Kabou du Centre de recherche agronomique de la savane humide était confronté au problème de délabrement de ses infrastructures. Au regard de l'importance de ce site, l'ITRA a procédé à la réhabilitation de ces infrastructures constituées de bureaux et de logements des agents. Et lorsqu'ils ne maîtrisent pas les bonnes pratiques culturelles, les producteurs sont également confrontés à des parasites comme les chenilles légionnaires. Depuis quelques mois, elles s'attaquent aux céréales dans notre pays et pour y faire face, des techniciens agricoles forment les producteurs. L'étape de Kara, toujours avec Nestor Moussou. Les terres de maïs ont été ravagées par les chenilles légionnaires au cours de la campagne agricole 2016-2017 au Togo. Ces chenilles ne s'attaquent pas qu'au maïs. D'autres cultures céréalières et les arbres fruitiers constituent aussi leur proie. Ayant pris la mesure du danger, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, a pris des dispositions. Pour l'efficacité de cette disposition de lutte, la sensibilisation et la formation des parties prenantes s'avèrent nécessaires. Le service de protection des végétaux a dans ce but entrepris une tournée qui est à l'étape de la région de la Kara. Après le semis, 3 à 4 semaines, la chenille commence par dévaster. Le gouvernement a accepté de nous accompagner dans cette lutte contre cette chenille en mettant à notre disposition une somme de 100 millions. Et cette somme devrait nous permettre, dans un premier temps, de former et de sensibiliser les producteurs et les acteurs techniques du domaine agricole. Pour le deuxième point, d'acquérir les appareils de traitement au profit des producteurs et les techniciens par l'intermédiaire des directeurs régionaux. Nous avons aussi les équipements de protection individuelle et n'oublions pas surtout le point fort qu'est l'insecticide binaire. Et sur ce, cette somme nous a permis d'acquérir une quantité de 4000 litres d'insecticide binaire. Les bénéficiaires de la formation deviennent des points focaux. Le ministère de l'Agriculture compte sur eux afin qu'ils œuvrent dans leur localité à ce que le grand public soit au même niveau d'information pour que la lutte contre les chenilles légionnaires soit couronnée de succès. Des productions qui pourront s'accroître grâce à une bonne pluviométrie, la pluie qui subit les conséquences des changements climatiques eux-mêmes engendrés par les actions humaines. Et l'un de ces actes est l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Ces produits nocifs sur l'environnement qui jonchent nos rues et contre lesquels va en guerre le gouvernement togolais. Les déchets plastiques, quelles conséquences sur l'environnement? C'est le dossier de Medina Salami. Chaque année, entre 500 et 1000 milliards de sachets plastiques sont utilisés dans le monde. Ces matières non biodégradables, dont la durée de vie varie entre 100 et 400 ans, ont des effets nocifs sur la faune et la flore. En matière de poids, ce ne sont pas les déchets les plus importants. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est l'une des catégories de déchets dont l'ampleur dans la nature est plus ressentie
Parce qu'une prolifération de déchets d'emballage plastique est plus facile à constater que d'autres types de déchets. Également, un autre paramètre important, c'est que le déchet plastique est redouté à cause de son caractère de non biodégradable. Son caractère non biodégradable fait que son existence dans la nature, dans l'environnement, est plus longue et l'effet cumulatif fait que il devient de plus en plus important dans l'environnement, étant donné qu'une fois qu'il tombe, il y reste, il peut durer qu'à 100 ans. En plus de leur impact lié à la dégradation de l'environnement et à la disparition de la biodiversité, les sachets plastiques constituent l'une des principales causes de l'insalubrité. Une sensibilisation des populations est nécessaire pour un changement d'habitude. Il fallait travailler avec les différents acteurs du secteur pour les amener à comprendre et également travailler avec la population pour leur montrer le bien fondé de l'interdiction des sachets et emballages non biodégradables, amener le citoyen à comprendre son intérêt à utiliser l'emballage dégradable. C'est la volonté collective de tous les acteurs d'aller vers la biodégradabilité qui peut nous amener progressivement à atteindre les objectifs visés. La protection de l'environnement est un défi pour toutes les nations. Pour y arriver, une implication de tous les acteurs à divers niveaux s'impose. L'État, les ONG, les sociétés de commercialisation de ces sachets plastiques sont donc interpellés. L'appel envers les populations consiste à l'utilisation des matières biodégradables et des bouteilles en verre qui peuvent être utilisées plusieurs fois et dont la dégradation n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. D'ici à 3 mois, le CEG de Kankangou et l'école primaire publique de Fobenga dans la préfecture de Pendial Ouest auront des bâtiments scolaires équipés. Œuvre du 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Une action de développement à la base pour accompagner ainsi le chef de l'État dans son plan de développement du système éducatif au Togo. Depuis Dapan, la correspondance de Désiré à l'œil. Premier coup de pioche à Kankangou et à Fobenga dans la préfecture de Pendial Ouest. Résultat d'une étude prospective, les fruits mûrissent donc au Cégil de Kankangou et à l'EPP de Fobenga. Et d'ici à 3 mois, 2 bâtiments scolaires de 3 classes, bureaux et magasins équipés de tables, bancs et autres mobiliers verront le jour. Un don du 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Étienne Bariché, de l'UNIR avec le soutien de bonne volonté. Œuvre sociale pour soutenir le chef de l'État, président du parti UNIR, dans sa détermination à appuyer les communautés à la base des bâtisses qui contribueront à fournir aux apprenants un enseignement de qualité. Il ne saurait avoir de développement sans éducation. Il ne saurait avoir de développement sans l'apprentissage. Et voilà pourquoi nous sommes très heureux ce jour de pouvoir lancer les travaux de construction de ces 2 bâtiments scolaires. Et nous espérons que dans 3 mois, nous reviendrons pour la réception des travaux de construction des 10 bâtiments. Mais c'est surtout pour moi l'occasion de dire à mes parents de rester solidaires, de rester unis, de rester résolument engagés derrière le président Faure Essozina Gnassingbé. Nous nous rendons compte que le mandat social est devenu une réalité. Ce n'est plus un vœu, c'est une réalité. Et nous le voyons dans toutes les contrées du pays. C'est des actions que nous saluons. Et donc nous avons appelé également nos parents à faire place, chacun dans son comportement, à la paix. Notre pays en a tellement besoin ces derniers temps. Nous savons que sans la paix, rien de durable ne peut être entrepris. Les communautés bénéficiaires à Fobenga et à Kankangou, fiers de cette action noble, témoignent leur gratitude à l'honorable Étienne Bariché et à travers lui, le chef de l'État. C'est encore une fois une joie de dire sincère merci à tous ceux-là qui se sont mobilisés ce matin et particulièrement l'honorable député et par ricochet à son Excellence le Président de la République, son Excellence Faure Essozina Gnassingbé, qui a toujours prôné le développement à partir de la base
Et la base, le député c'est la population c'est le peuple. On suppose d'ici 3 mois, comme on l'a dit, nous aurons donc un bâtiment. Vous-même, vous avez vu les conditions dans lesquelles les enfants travaillent. Et quand les conditions sont malsaines, les enfants ne fréquentent pas, ils abandonnent. Mais quand c'est attrayant, les enfants vont bien travailler. Et donc, nous espérons que d'autres bonnes volontés vont venir s'ajouter au docteur Bariché, 4e vice-président de l'Assemblée, et donc pour que Fobanga se développe. Il y a un mois, le CG de Sogou était doté d'un bâtiment scolaire et l'autre en réalisation. Les dispensaires d'Ogaro et de Naki est rénovés et équipés. Les députés UNIG, à l'instar de l'honorable Bariché, déroulent aussi à travers tout le pays le programme social du chef de l'État pour une meilleure condition de vie des populations. Ceci dans la paix, facteur incontournable pour toute action de développement. Et un peu plus au sud, le CEG de Agadi dans l'Amou est lui rénové et équipé pour son 40e anniversaire. Une célébration qui a réuni d'anciens élèves, directeurs de l'établissement, mais aussi des volontaires du corps de la paix, en présence du ministre en charge des enseignements primaires et secondaires. Le compte rendu avec Silver Abdou. 1977-2018, cela fait 40 ans, la création du Collège d'enseignement général d'Agadji, une école de renom, dans les années 77, dont l'ambassadeur Sagbo Kodjo fut le tout premier directeur et fondateur. Anciens élèves, professeurs se sont donc ici donné rendez-vous pour célébrer ce 40e anniversaire. Une célébration marquée par des témoignages, histoire de revisiter leur parcours pédagogique et réfléchir tout de même sur les actions à mener et les moyens à mettre en œuvre pour poser une base de développement du dit établissement. Des actions comme la réfection de ces 2 bâtiments dont l'inauguration a été couplée de ce jubilé d'émeraude. Aujourd'hui, tout est flambant neuf. Vraiment, et nous remercions ces donateurs, ces bienfaiteurs. Je suis fier de pouvoir revoir cette école entièrement refaite et qui peut encore être là pour au moins 40 ans. Nos enfants auront des bâtiments et quand il pleut, ils ne seront pas mouillés. La réhabilitation des bâtiments vient des volontaires du corps de la paix réunis au sein d'une ONG dénommée African Education Foundation. Ces volontaires présents au Togo en cette période des années 77 ont accompli leur mission dans cet établissement. Eux aussi sont revenus 40 ans après pour vivre ce jubilé et voir de façon concrète les acquis de leur investissement sur le terrain. Il y a 40 ans, j'étais un professeur ici au CEG d'Agadji. J'ai passé 3 ans ici. C'était 3 très bonnes années de ma vie. Donc c'est pour cela que je pense toujours à Agadji. Ces volontaires sont les tout premiers corps de la paix au Togo. Le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle a salué leur engagement au bénéfice de la population. Un engagement qui, selon lui, vient renforcer la coopération entre les 2 pays et permet au Peace Corps de revivre une autre expérience de la vie au service de la paix et du développement. Vous aviez accepté, il y a environ 40 ans, de quitter votre pays et vos familles pour vivre sur nos terroirs une autre expérience de la vie sociale et culturelle au plus près de nos populations à la base, loin du confort, de la quiétude et de la facilité, au service exclusif de la paix et du développement. La générosité de votre jeunesse d'alors et l'élan de votre engagement force notre respect et mérite notre admiration à plus d'un titre. Ils ont promis de construire dans les jours à venir un centre communautaire à Amlamé et une école maternelle à Adjaou pour jeter une base solide de développement local. Et parlant des élèves, ils ont d'ailleurs repris le chemin des classes après les congés de fin d'année. Ils ont bravé la fraîcheur et surtout la poussière du moment dû à l'harmattan qui sévit. Alors ce soir, petit conseil pratique pour dompter la bête, l'harmattan, avec ce dossier de Dédé Koussao présenté par Yasmine Kodia. Un vent frais, sec et poussiéreux qui souffle au cours du dernier trimestre de l'année jusqu'au premier trimestre de l'année suivante. C'est une période où s'installe le brouillard et une fraîcheur intense qui indispose. Un moment au cours duquel des cas fréquents de maladies sont enregistrés.
Nous rencontrons généralement les maladies liées au système respiratoire. Et c'est souvent la grippe que nous rencontrons, qui est une maladie virale. Elle est virale et le virus qui est à la base actuellement, c'est le H1N1. Et c'est à travers les micro-gouttelettes que l'individu infecté émet peut-être par la toux ou bien par les éternuements, que le virus circule et va de la personne infectée à la personne saine. Nous avons aussi la drépanocytose, qui est une maladie hémolytique, très sensible aussi à la fraîcheur. Ce sont les deux maladies qui sont beaucoup plus rencontrées pendant la période de l'Harmattan. Pour préserver sa santé, il importe donc de prendre des mesures de protection vestimentaire, sanitaire et même alimentaire pour aborder en toute quiétude cette période. Par rapport à la fraîcheur, il faut se couvrir la tête, il faut porter des pullovers, se doubler les tenues et éviter aussi surtout de faire le paludisme pendant cette période-là, lorsque vous êtes en train de faire la grippe. Il faut avoir des papiers mouchoirs ou bien des papiers hygiéniques pour se protéger et dans lequel il faut éternuer ou bien tousser. Ou à défaut de cela, lorsque vous n'avez pas du papier mouchoir ou bien du papier hygiénique sur vous, il faut éviter d'éternuer dans la main. Parce que c'est avec la main que vous irez au contact des autres. Il faut éternuer dans le creux du coude. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut beaucoup s'hydrater. Il faut se protéger avec les bavettes qui protègent le nez et la bouche pour éviter que les virus qui circulent dans le vent sec et dans la poussière ne viennent vous infecter. Il faut prendre des aliments qui ont des vertus antivirales. Quels sont ces types d'aliments-là? Nous avons souvent quelques épices telles que l'ail et l'oignon. Pendant la période grippale ou l'harmattan, il est recommandé de prendre beaucoup de vitamine C. Et les vitamines C, on les trouve dans les agrumes. Donc ça fait pomelo, orange, citron, mandarine, pamplemousse. Il faut boire au moins un verre à bière, c'est-à-dire 25 centilitres de jus d'agrumes matin et soir. Outre ces mesures de protection, l'État a pris des dispositions pour accompagner la population. La vaccination contre la grippe est disponible dans les centres de santé. Hors du Togo, les candidatures à l'immigration ne faiblissent toujours pas. Près de 300 migrants ont été secourus hier dimanche au large des côtes libyennes alors qu'ils étaient à bord de 2 embarcations en détresse. Dans l'une de ces embarcations, 2 corps sans vie de femmes ont été retrouvés par la marine libyenne. Sonia Amenipo. Tout rentré de près de 300 migrants africains à la recherche d'Eldorado en Europe. Les 2 embarcations ont été sauvées de justesse par la marine libyenne. Les 2 opérations de sauvetage ont eu lieu au large de Garabouri, à 50 km à l'est de Tripoli, la capitale libyenne. Dans l'une des embarcations, 2 femmes ont été retrouvées mortes. Nous avons porté secours à 2 embarcations transportant des migrants de nationalité africaine. Le premier bateau transportait environ 150 migrants, incluant 2 femmes, et le second bateau transportait environ 150 migrants africains. Le second bateau était si usé qu'il pouvait à peine avancer. Notre bateau, notre moteur a été planché dans l'eau et les bougies s'avaient. C'est pour cela que c'est vraiment, il nous a sauvés. Nous, on a fait depuis 6 h du matin jusqu'à cette heure-là. La marine libyenne nous a aidés pour nous faire ramener d'ici. Selon l'Organisation internationale des migrants, en 2017, 3116 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Pour le ministère de l'Intérieur italien, des efforts ont été fournis par l'Italie pour dissuader les migrants de quitter la Libye, ce qui a entraîné une baisse de 70% des départs au 2e semestre 2017 par rapport à la même période de 2016 sur la route dite de Méditerranée centrale, limitant le nombre total d'arrivées en Italie l'an dernier à environ 119 000. Les Sénégalais observent 2 jours de deuil national depuis ce lundi à la mémoire des 13 jeunes tués samedi dans une forêt protégée de la Casamance. Ces jeunes qui coupaient du bois dans la forêt de Bofa-Bayotte
ont été tués par des hommes armés. Gérard Lagoudou. Ziguinchor, capitale provinciale de la Casamance, victime d'une fusillade qui a coûté la vie à 13 citoyens sénégalais. Samedi matin, l'attaque aurait duré 6 heures de temps, soit de 7 heures à 13 heures heure locale. Tout s'est déroulé dans cette forêt au sud du Sénégal. Bilan officiel, 13 morts et une douzaine de blessés par balle, armes blanches et un brûlé. Nous étions partis chercher du bois de chauffe. Ils étaient une vingtaine. Ils nous ont fait descendre de nos vélos, nous ont fait asseoir par terre, puis enlever nos chaussures. Ils ont commencé par tirer. Ceux qui ont voulu fuir sont abattus. 3 tirs m'ont atteint aux pieds et au dos. Selon les responsables du pays, il s'agit d'un acte de réticence au processus de paix dans cette région en proie à une rébellion depuis 35 ans, mais qui avait connu une accalmie depuis plusieurs années. C'est tout à fait surprenant parce qu'il y avait quand même de l'accalmie, même si on savait que la paix était très précaire. D'après les informations que les uns et les autres ont données, c'est peut-être un certain nombre de personnes qui n'avaient pas été pleinement associées au processus de paix ou qui peut-être n'ont pas apprécié les derniers développements, ont pu peut-être procéder à ces actes-là. Nous déplorons en tout cas cet acte, mais considérons que de toute façon ceci ne remet en aucun cas en cause les démarches pour la paix dans cette partie du Sénégal. Selon les rescapés, les assaillants étaient en uniforme militaire et parlaient en langue locale. Le ministre de l'Intérieur, Ali Ndiaye, a promis une traque rude sans répit pour les arrêter et les soumettre à la justice. Retour chez nous avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans la nuit de samedi 6 au dimanche 7 janvier 2018, aux environs de 1h, une équipe patrouille de la gendarmerie nationale a neutralisé 2 individus qui tentaient de commettre un braquage au domicile d'un concitoyen au quartier Adido Gomé Yokwe dans la ville de Lomé. En effet, ces malfrats ont été surpris par la patrouille alors qu'ils tentaient de s'introduire au domicile de la victime supposée. Des déclarations de laquelle il ressort que cette dernière venait d'obtenir un prêt auprès d'une institution bancaire de la place. Un des malfrats a été mortellement atteint sur place, tandis que l'autre, grièvement blessé, a réussi à s'enfuir. Son corps inanimé sera découvert plus tard, le 7 janvier 2018, vers 7 h par la population d'Adido Gomé Yokwe, à 150 mètres environ de la scène du crime. Il convient de préciser que l'un des braqueurs portait un sac à dos contenant divers objets compromettants, à savoir 2 pistolets de fabrication artisanale, dont un chargé d'une cartouche de 12 mm, 3 cartouches isolées de 12 mm, un couteau, une paire de pinces tenailles, 3 tournevis, une clé plate, une paire de gants et 2 scotch. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile félicite la gendarmerie nationale pour cette prompte réaction et invite les populations à une franche collaboration avec les forces de sécurité pour préserver la paix et la sécurité dans notre pays. Permettre aux usagers de contrôler l'état de leurs engins et suivre son évolution sur le plan technique est l'une des missions de la Société togolaise des plaques. La visite technique reste un moyen sûr pour ces opérations. Comment et sur quelle durée se fait désormais cette visite technique? Fafa Dalmeda et Christine Petitkualioudet sont allés aux nouvelles. Suivez. Les préalables exigés de tout engin avant sa mise en circulation figure en bonne place la visite technique. Ici, au centre de visite technique à la Société togolaise de plaques, Annie Corée Djigbodi soumet son véhicule au contrôle technique. Là, vous allez voir les appareils que nous utilisons pour mesurer l'intensité de la lumière et pour voir la coupure du véhicule, si c'est une coupure à droite ou à gauche. Donc, selon sa fabrication. Donc, nous vérifions aussi l'homologation des globes phares. Donc, après ça, nous passons à la plaque de ripage. Donc la suspension, elle comprend les amortisseurs et tous les éléments, les rotules de suspension et tout. Nous vérifions l'efficacité des freins. Nous avons une fosse qui dispose des plaques à jeu
Et ces plaques à jeux nous permettent de pouvoir détecter tous les jeux. Donc le contrôle se fait côté machine et côté humain. Jusqu'au 7 décembre 2017, cette opération s'appliquait aux taxis après 3 mois et 6 mois pour les voitures personnelles. Le gouvernement adopte désormais une nouvelle mesure, l'harmonisation des périodicités conformément aux normes de l'UEMOA. Les véhicules, disons les véhicules privés, ils passent une fois par an. Les taxis, c'est 2 fois. Aussi les remorques, tous les véhicules professionnels passent 2 fois. Les utilisateurs viennent eux-mêmes nous demander est-ce qu'eux-mêmes peuvent venir faire une visite de diagnostic pour voir l'état de leur véhicule et aller faire réparer en attendant l'année. Nous essayons de nous aligner sur ce décret. C'est vrai que au niveau des prix, ce n'est pas encore fait, mais ça viendra. Au niveau de la modernité et sur le plan technologique, nous faisons part de Togo, fait partie aujourd'hui des premiers centres. Ça a été même attesté par la Banque mondiale. L'harmonisation des périodicités, en principe, va de pair avec celle des prix. Mais jusqu'alors, les coûts sont restés inchangés au Togo à la grande satisfaction des usagers. Nous sommes contents qu'ils ont changé 6 mois à 1 an. Parce que chaque fois la visite, si nous sommes là pour 1 an, là, c'est bon. C'est intéressant. Le fait de revenir après 6 mois pour le même prix, donc comme on a prolongé ça à 1 an, c'est l'avantage pour nos clients. Tout véhicule soumis à la visite technique ne constitue plus un danger. Elle assure une longue durée de vie au véhicule, permet de responsabiliser plus le conducteur sur la sécurité routière et participe à améliorer l'état du parc automobile. Et voilà, vous connaissez donc désormais la durée donc pour les visites techniques de vos engins. Et voilà, c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi grâce à la télévision togolaise. Les autres rendez-vous avec l'actualité à 22h30. Prudence Zinsou vous retrouve pour la dernière édition du journal. Demain, 13h, l'édition de la mi-journée vous sera présentée par Edem Susupo. Lys Diamien vous retrouve à 20h pour la grande édition du soir et Adolphe Paca vous présentera l'édition de nuit à 22h30. Mais d'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.